C'est non loin de la colline de Vézelay, en vue même de la basilique, que Jules Roy écrit la grande fresque qu'il consacre à l'Algérie, Les Chevaux du Soleil, chez Grasset, dont le second volume, Une femme au nom d'étoile, vient de paraître. Évidemment, le paysage de Vézelay diffère beaucoup de celui de l'Algérie, mais il y a un calme qui incite au travail. Jules Roy, quel est votre propos dans cette fresque romanesque? Je n'ai pas d'autre propos que celui de raconter ce qui fut la grande aventure de la France en Algérie entre 1830 et 1962. Je ne veux rien prouver, je veux tout expliquer, je veux tout raconter comme une histoire qui dure sur 132 ans. Et voilà tout. Ce deuxième volume, il est consacré alors à quelle période? Le deuxième volume, j'en fais une fresque dans la fresque pour expliquer et montrer un peu ce qu'étaient les familles qui vont devenir les colonnes du château qui va suivre. Ces familles, il faut bien qu'on sache d'où elles viennent, il faut bien qu'on les trouve, il faut bien qu'on sache où elles vivent, comment elles vivent, comment sont les hommes, les femmes, comment ils ont pu s'aimer ou se haïr, etc. Alors, je commence à poser dans la Mitidja, que je connais bien parce que c'est là que je suis né, ces deux familles. Les familles des Bouichou, c'est la famille de ma grand-mère, et la famille des Paris, qui est la famille de mon grand-père. Les Bouichou et les Paris sont dans la Mitidja. Ils vivent, ils ont des fils, ils ont des filles, ils vont se marier entre eux, et puis il y a les militaires. Et puis il y a le lieutenant de Roy qui était en 1830 dans le premier volume, qui revient, qui est là, qui est maintenant général, et qui retrouve son ancien soldat Bouichou, qui a 65 ans, et qui est devenu presque un patriarche. Et il va y avoir là aussi une nouvelle fusion, un nouveau mariage entre militaires et colons. Ça va former l'Algérie. Voilà, ils sont. Et puis il y a le ciel, et puis il y a l'Algérie, puis il y a tout. Pour écrire cette fresque, évidemment, il y a eu une documentation, peut-on dire, sentimentale, vos souvenirs d'enfance et de jeunesse, mais il y a eu aussi une autre documentation, et en la cherchant, en la prenant, vous avez pu pénétrer dans votre passé, ou tout au moins dans le passé de votre famille. Bien que je fusse né là-bas, d'une mère qui était déjà née là-bas en 1871, je me suis aperçu que je ne savais pas grand-chose. Et les choses que je savais, je les avais oubliées. Il a fallu donc que je reprenne toute l'histoire de l'Algérie. On trouve dans le grand historien de l'Algérie, Charles-André Julien, on trouve dans d'autres ouvrages des bibliographies considérable. On a écrit des milliers de volumes, j'en ai lu bien des centaines. Et en tout ce qui concerne l'histoire, je l'ai lu. J'ai défriché ça et je suis allé passer 6 mois en Algérie pour retrouver les archives des journaux qu'on ne trouve plus en France, des journaux du début de 1840 et quelques. Maintenant, cette documentation, quand je me mets à écrire l'histoire, le roman, il faut que ça vive, et je m'aperçois que cette documentation, ou bien je l'oublie volontairement, ou bien je la mets de côté. Car ce qui compte, c'est ce que j'invente. Et après tout, pour inventer, c'est pas difficile. Il suffit que je me souvienne de l'enfant que j'ai été, que je revoie mes grands-parents, ma mère, mes parents, et à travers eux, ceux qui ont été avant cela. Et puis, ça vient, c'est comme ça, c'est un miracle, ça vient. Dès 1860, lorsque le roman commence, le problème algérien est posé. Oh, il a été posé dès que l'armée française a pris pied sur la presqu'île de Sidiférus le 13 juin 1830. Et c'est pourquoi, dans le premier volume, j'ai commencé par 1830. Les Chevaux du Soleil, ça commence en 1830. Alors, dans le deuxième, 1860, 1870, c'est l'établissement, je vous le disais, l'établissement des familles. Ma famille est une des rares familles de pieds noirs. Je ne sais même pas s'il y en a 10 dans toute l'histoire de l'Algérie française. Une des rares familles de pieds noirs où une fille s'est mariée avec un arabe.
ce qui a provoqué un drame extraordinaire puisque la famille a été fermée à cette fille qui était considérée comme une pestiférée pendant 5 ans. Non, ce drame va exister, il va compter et les Arabes deviendront des personnages de ma famille. Ça, je ne l'ai pas inventé. Il faudra que simplement j'invente l'histoire elle-même. Mais le fait, les fondements, la base de l'histoire, elle m'a été offerte. Les personnages de votre roman, les premiers colons, se trouvaient déjà entre les Arabes et l'armée. Ben oui, ils se sont trouvés en lutte, sauf dans ma famille parce que ma famille était alliée à la fois aux Arabes et aux gendarmes. Alors, ils n'ont pas eu l'ennemi commun des colons de cette époque qui était l'armée. Car les colons de cette époque avaient 2 ennemis, l'armée qui les empêchait de faire tout ce qu'ils voulaient faire, et les Arabes, parce que les Arabes étaient là, et qu'ils étaient un peu en trop après tout. Après tout, quoi? Les gens qui venaient s'installer en Afrique du Nord, dont je descends, c'était des gens qui avaient quitté leur province ou leur pays, l'Espagne, l'Italie, Malte, que sais-je, toutes les îles méditerranéennes, mais qui avaient quitté tout ça parce qu'ils ne pouvaient pas vivre chez eux, parce qu'ils ne possédaient rien, parce qu'il n'y avait aucun bien. Et tout à coup, ils recevaient là des concessions qui devenaient leurs biens. Ils avaient tout à coup quelque chose au soleil. Ils n'étaient pas responsables, on le leur avait donné, ou ils l'acquéraient d'habitude d'une façon parfaitement légitime et juste. Ils avaient à le défendre. Il fallait qu'ils empêchent des expulsions, des expropriations, il fallait, etc. Au cours du roman, vous décrivez l'arrivée de Napoléon III à Alger. Et peut-être est-ce qu'à ce moment, il y a eu une chance pour l'Algérie. Je crois qu'avec Napoléon III, l'Algérie a eu une grande chance. Car Napoléon III était un homme très libéral pour les Arabes, très intelligent, entouré de conseillers qui connaissaient bien l'Algérie et qui avaient du destin de l'Algérie une idée très haute et très large. Il voulait en faire un royaume arabe sous l'obédience française. Et il a été, de la part des Arabes, l'objet d'une vénération extraordinaire jusqu'à la fin. Mais dès que Napoléon III tournait le dos, retournait à Saint-Cloud, eh bien, aucune de ses idées ne franchissait plus la mer. Et on avait beau faire des sénatus consultes et tout ce qu'on voulait, des décrets, eh bien, rien n'était appliqué en Algérie parce que, alors là, les colons et les militaires, se liguaient pour contrecarrer tous les desseins de l'empereur qu'on jugeait billevesés, utopies, etc. Et cependant, je crois que les idées libérales de Napoléon III, c'était un peu les nôtres, celles que nous avons voulu défendre à la fin d'une communauté franco-musulmane et d'une coexistence pacifique. Ça n'a pas été possible, malheureusement. On n'a jamais vu les choses de la même façon en Algérie et en France. Et je me souviens encore, c'est pas la peine d'aller très loin dans l'histoire, je me souviens encore que, je crois que c'est en 1938, n'est-ce pas, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Albert Camus, parce qu'il avait écrit des articles sur les Arabes et sur la Kabylie à cette époque-là, a été expulsé par le gouverneur général et renvoyé en France ignominieusement. On ne pouvait pas dire en Algérie, quand on était de bonne foi, ce que l'on pensait. Il fallait que cette bonne foi fût au service des idées locales. Eh bien, non, mon Dieu, on pouvait avoir d'autres idées que les locaux les exprimer, et ces idées pouvaient être justes. C'est parce que je crois que ces idées n'ont pas pu être appliquées que la coexistence n'a pas pu non plus vivre. Quel était le rêve de Camus? Vous en parliez tout à l'heure. Le rêve de Camus, c'était de faire de l'Algérie
le lieu où